Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast qui va venir conclure le printemps et juste avant les vacances d'été. Ce sera, vous l'avez compris, le dernier podcast Batman Legend avant les vacances. On fera une petite pause et on reviendra à la rentrée pour vous parler de nos lectures de l'été. Mais avant ça, on venait ici pour vous parler de nos lectures du mois de juin. Bat Lecture paru chez Urban Comics. Et c'est Nico, et pour m'accompagner dans ce podcast, 3 autres membres de la team Batman Legend avec Benoît Salut! et Siegfried, Coucou tout le monde. mais aussi Alexandra. Salut! Et nous allons, oui, je commence à avoir trop chaud en fait. Nous allons démarrer ce podcast directement avec une lecture qui risque du coup de nous rafraîchir, puisque c'est Batman One Bad Day, et c'est Alexandra qui va nous en parler. Alors, est-ce une lecture rafraîchissante, Alexandra? Je savais que tu allais avoir un jeu de mots, c'était sûr. Je ne peux Oui, m'en empêcher. du coup, le Batman One Bad Day, ça fait suite à une collection de chez Urban Comics où l'idée est de mettre en avant différents vilains. Donc, on a eu déjà 3 tomes qui précèdent le Mister Freeze avec le Sphinx, Double Face et le Pingouin. Et prochainement, on aura Catwoman et Bane. L'idée, c'est aussi d'avoir un scénariste et un dessinateur différents, scénariste femme ou homme en l'occasion. Sur le Mister Freeze, on a Gary Dugan et dessiné par Matteo Scalera. Matteo Scalera, si ça vous dit quelque chose pour les lecteurs et lectrices de Batman, il a notamment dessiné sur le Batman White Knight présente Harley Quinn. Donc, il a un design, on peut dire, assez proche de Sean Murphy, ou en tout cas qui s'y ressemble. Et moi, c'est un trait qui me plaît beaucoup. Donc déjà, juste artistiquement, j'étais très convaincue et je suis allée un peu les yeux fermés, même si la remarque, elle est pour tous les autres titres, avant de rentrer vraiment dans le scénario et mon avis, c'est que c'est des tomes très très courts. Donc il y a toujours l'idée de dépenser une telle somme qui est, je crois, 15 € pour un récit de quelques pages. Je peux comprendre que ça peut un peu bloquer certaines personnes. En tout cas, moi, j'en avais parlé autour de moi et je comprends que ça bloque. Et donc là, sur Freeze, c'est le concept un peu du Killing Joke. Donc à quel moment le méchant a vrillé. Et on a un Batman et un Robin, le Robin de Dick Grayson, donc le retour un peu du duo dynamique, quelque chose d'un peu old school face à un Freeze qui va évidemment tout faire pour sauver Nora, sa femme, donc va la cryogéniser. Et sauf que là, on a des points de vue d'avant que sa femme vraiment soit cryogénisée, donc c'est-à-dire au cours de sa maladie, où on comprend que Nora et Victor Freeze avaient une vie amicale, notamment Nora qui était très bien entourée et que Freeze était déjà tombé dans une obsession pour la guérir et la bloquer de plus en plus. Donc il y a l'aspect un petit peu égoïste de Freeze avant son aspect super vilain et qu'il devient l'antagoniste de Batman. Et tout ça, ça va être développé tout au long du scénario avec un Alfred que je trouve hyper pertinent parce que c'est pas un spoil dans la continuité. Du coup, notre cher Alfred n'est plus de ce monde. Et donc là, ici, l'écriture de Jerry Dugan, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de plein de choses, que ce soit la série Batman TAS avec l'épisode de Freeze ou d'autres récits. Il y a quelque chose d'assez fidèle sur comme je disais, le duo dynamique avec Batman et Robin sur ce côté très vintage, avec Alfred qui a toujours des petites piques ou en tout cas a cet humour british qui arrive toujours à point dans le récit, et ce Freeze très froid. Alors, je vous jure, je sais pas du tout préparer ce truc parce que c'est un terme que j'utilise assez souvent pour décrire Et les gens. après, on dit de moi les jeux de mots, Non, hein. mais je sais, mais j'ai pas fait exprès. Mais du coup, en effet, il est très effrayant. Enfin, j'ai cité la série animée Batman TAS, où on a un excellent épisode, on en a parlé plusieurs fois, qui reconstruit toute cette mythologie et cette origin story de Freeze. Et donc, il y a quelque chose, on a par moments de l'empathie pour lui. Sur ce titre-là, j'ai moins ressenti d'empathie parce que justement, il développe le côté un peu le côté un peu genre putain, j'ai pas envie de parler mal français, mais l'oppression qu'il porte à Nora, ou en tout cas l'aspect dangereux qu'il a eu dans sa vie, en étant juste Victor Freeze et en devenant Mister Freeze. Et une très belle conclusion j'ai vraiment passé un excellent moment par rapport
à d'autres titres du Batman One Bad Day, notamment, je trouve, Double Face qui était, pas très bon, dommage pour Michael Keaton que j'apprécie, forcément beaucoup et surtout je l'ai lu à la suite du Pingouin que je trouve aussi très excellent. Donc les 2 apportent vraiment beaucoup de cachet à ces méchants-là. Donc oui, je suis, j'ai passé une lecture rafraîchissante. Oui, voilà, pour répondre à Heu, ta première question. ouais et du coup, Benoît, c'est aussi ton avis? Alors, de ce que dit Alexandra, j'ai l'impression que c'est intéressant, mais que ça n'apporte pas forcément beaucoup de nouveautés, au fin de compte. Quel est ton avis, toi, sur le récit? Non, c'est vrai, au niveau de la nouveauté, pas tellement. C'est pas une impression vraiment de déjà vu, mais un petit peu quand même. Moi, ça m'a fait penser donc évidemment, je suis d'accord avec Alexandra avec, la série, Batman Taz, mais aussi ça m'a fait penser à un récit de Snyder, je crois, où on voit le passé de Freeze, où, il pousse, sa mère dans un lac gelé et cetera, où on sent le psychopathe en fait qui pouvait être avant de devenir vraiment dangereux. Donc, ça m'a fait penser à ça. Après, c'est pas un mauvais récit, je pense que, on va dire avec le Sphinx, c'est un des meilleurs récits pour l'instant qu'on a sur cette série One Bad Day. Je me demande si je devais vraiment choisir entre le Sphinx et celui-là, lequel je prendrais. Peut-être celui-là parce que vraiment il fait nostalgique, avec, Batman Taz. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Ça se lit bien. Ça se lit bien, ça se lit bien. Est-ce que Siegfried, pour toi, ça se lit bien aussi ce petit? Ça se lit bien, oui, je un peu pareil, je le placerai juste après le Sphinx dans les 4 One Bad Day qu'on a vus pour le moment. Pourquoi juste après? Parce que déjà, comme on l'a dit, c'est celui des One Bad Day qui apporte le moins au personnage. C'est-à-dire que tous les One Bad Day étaient quand même soucieux, qu'on les aime ou pas, de raconter quelque chose de neuf sur le personnage, alors que là, les 3/4 du récit, ben, ce sont des choses, qu'on avait déjà vues dans l'épisode Heart of Ice ou qu'on sait déjà ou qu'on devine déjà sur, Freeze et le reste, c'est un petit épisode à l'époque contemporaine, mais dont on se fiche en fait complètement. Donc ça peut manquer effectivement de nouveautés. L'autre limite étant qu'on avait déjà dit que les One Bad Day avaient un problème dans leur concept parce que la plupart ne racontaient pas One Bad Day et là c'est de nouveau un peu le cas en fait, le One Bad Day c'est, ben, le jour où, Freeze a complètement, vrillé, parce que, parce qu'on l'a empêché de poursuivre ses recherches sur Nora. Enfin, on imagine que c'est ça, mais c'est pas forcément très clair. Il y a pas un jour sur lequel on insiste tant que ça dans le récit. Donc finalement, c'est un peu évacué et c'est vrai que ça rend enfin le quatrième de couverture de tous les tomes du One Bad Day dit: «Ce récit complet est le digne héritier de Killing Joke auquel le concept de One Bad Day rend hommage». Bon, du coup, c'est un peu ironique quand on voit que, bah, non, en fait, on raconte pas de One Bad Day et que dire que c'est à chaque fois le digne héritier de Killing Joke, bah, ça fait un peu doucement sourire, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus, donc c'est un petit peu beaucoup. Par contre, effectivement, Expression qui n'est plus utilisée depuis les années 2000, hein. depuis les Toi, années, c'est toi qui parles c'est toi qui effectivement, parles d'expression? C'est toi qui parles d'expression? Ah voilà, s'il bah, s'il te plaît, ne faisons pas de mauvais jugement. Par contre, ce qui en fait l'un des meilleurs volumes, ça reste effectivement cette espèce de fraîcheur, pour faire un mauvais jeu de mots encore, un vrai esprit de Noël qu'on n'avait pas beaucoup retrouvé, enfin que j'aime bien retrouver dans les Urban Kids, par exemple. Enfin, on en revient toujours, les contes de Gotham, par exemple, ce genre mmh de récit, où C'est là, vrai, ouais. vraiment, on a cette ambiance qui vient pas juste du fait qu'il y ait Freeze et donc il y a de la neige, mais aussi vraiment d'une ambiance très chaleureuse entre les différents personnages. On a des dialogues absolument succulents et très juste, très humain, très chaleureux entre Batman et Dick, par exemple, ou entre Batman et Alfred. On a notamment un moment où Batman s'apprête à se déguiser en Matthew Malone et Alfred qui l'aide en lui disant: «Bah, je vous mets un peu de rhum grand cru en parfum. Je vous mets une écharpe, mais qui est trop chère pour Matthew Malone, mais parce que grâce à ça, tous les autres vilains vont se dire: "Tiens, c'est trop cher pour lui, donc il l'a volé"». Enfin, il y a toute une réflexion sur comment se déguiser en Matthew Malone avec une interaction entre Batman et Alfred qui est juste intelligente et délicieuse à la fois. Enfin, même la conclusion, se rapportant à Freeze essaye vraiment de dégager une espèce de chaleur humaine qui fait du bien à voir, parce que les autres volumes étaient beaucoup plus cyniques, beaucoup plus sombres. Là, on est vraiment dans une tonalité différente, donc qui colle aussi avec cette volonté de ne rien raconter de neuf, parce qu'on est sur quelque chose d'assez de très balisé, mais de balisé pour apporter des sensations feel good et en ça marche vraiment très bien. Donc ça peut être un peu frustrant parce qu'on est quand même dans un récit surprise du One Bad Day qui prétend faire référence au Killing Joke dans du Black Label, donc on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus percutant que ça. Mais si on accepte de se laisser un peu porter par cette ambiance de Noël, c'est un récit qui vraiment marche très bien et c'est vraiment rehaussé par effectivement les traits de Matteo Scalera qu'on avait déjà beaucoup admiré dans ce qu'il avait fait sur Harvey
sur Harley Quinn et qui là est absolument excellent aussi. Enfin, il se repère, on se réjouit vraiment de ces ambiances un peu bleutées et sombres qu'il instille et il fait vraiment quelque chose d'assez fort. Donc ça reste un très bon récit, pas percutant, pas fort, c'est pas un bon One Bad Day, mais c'est un très bon album. OK, on commence sur du positif, ça va changer des anciens podcasts, les amis. Heu, non, non, mais c'est bien, j'espère qu'on va rester dans cette lignée-là, puisque maintenant j'aimerais que l'on évoque, un autre récit qui, concerne notre cher Batou, mais pas que, puisque, il y a du monde, au programme. C'est, le deuxième tome de Batman Superman World's Finest et du coup, je vais laisser la parole, à Siegfried. Tu la reprends pour nous parler de ce récit qui nous avait plutôt convaincu dans son premier tome. C'était plutôt positif. Qu'en est-il de ce deuxième tome? Alors moi, j'avais détesté le premier tome. Je vous renvoie au podcast Ou- qu'on avait fait, je crois que c'était dans la lecture de janvier, mais j'avais vraiment trouvé ça nul. Pour moi, il y avait vraiment Pareil. une incapacité critique du comique à choisir entre un ton Ah, de qui c'est qui avait décontraction aimé alors? familiale. Il me Toi? semble que c'est toi, Benoît? Ok. Ah Bon, bah mais Non, non, Benoît, il il y y Benoît, avait avait moi. Non? il y avait que Benoît. Moi, j'avais trouvé ça vraiment nul parce qu'on avait des enjeux extrêmement tragiques, mais traités avec une grande décontraction. Il y a absolument rien qui allait. L'intrigue est extrêmement superficielle. Il y avait une espèce de démon qui justifiait des retours dans le temps qui n'avaient aucun sens et des pouvoirs qui n'avaient aucun sens. Et c'était de fusion des super-héros qui venaient vraiment de nulle part et qui étaient traités vraiment par-dessus la jambe. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment minable. Et pour le grand retour de Mark Waid chez DC Comics, c'était vraiment assez pathétique. Et du coup, ce deuxième tome m'a assez agréablement surpris parce qu'on laisse complètement tomber tout ce qu'on avait raconté dans le premier. Parce que comme on sait, il était question de ce démon, mais qu'en fait on va revoir dans Planète Lazarus, mais du coup là on raconte autre chose dans ce World's Finest, avec une histoire de, jeune homme qui vient d'une terre parallèle un univers parallèle qui rappelle un peu Superman. Il a des pouvoirs, il débarque d'une sonde après la destruction de sa planète, donc mais il est tout de suite pris en charge par Batman, Superman et Dick qui essayent vraiment de lui apporter beaucoup de bienveillance, mais ce personnage et de l'intégrer dans leur équipe de super-héros alors que même qu'il n'est pas tout à fait prêt. Enfin, il vient tout juste de débarquer et tout de suite on essaie de lui dire: «Bah, voilà, il faut être gentil, il faut utiliser des pouvoirs pour le bien. Tiens, mets un costume, viens nous aider» et alors qu'il est pas tout à fait équilibré, pas tout à fait sain et du coup ça donne une intrigue qui est assez originale où on sent qu'il va se passer des choses assez mauvaises avec ce personnage parce qu'il n'a pas l'équilibre qu'il faut pour être un bon super-héros, mais en même temps, tout le monde fait vraiment ce qu'il faut. Tous les personnages de la Justice League essayent de lui parler, de connecter avec lui, de le rassurer. Tout le monde lui dit essaie vraiment de l'encadrer de façon extrêmement paternelle, extrêmement bienveillante et ça donne des moments qui sont assez joliment écrits. Bon, le problème, c'est que ça se développe d'une manière qui est un peu plus, cliché, un peu plus convenue, un peu moins satisfaisante, mais j'ai trouvé ça assez fin de rien que ce postulat de comment est-ce que ce personnage va vriller alors même que tout le monde fait exactement ce qu'il faut. C'est pas une tonalité qu'on voit souvent. Généralement, on essaie toujours d'attribuer, le fait qu'un personnage vrille à une erreur qui aurait été commise autour de lui. Là, c'est pas du tout le cas, c'est juste que ça s'est fait trop vite et que ce personnage a un déséquilibre profond et une cassure profonde qu'il est impossible de résoudre. Mais, c'est plutôt joliment écrit, même si on se fiche un peu du reste. Enfin, le super vilain, là, qui est la clé, donc il maîtrise les portes et les clés, mais les clés aussi bien au sens matériel qu'au sens où il peut se téléporter entre des dimensions, il peut se téléporter entre des lieux, il peut ouvrir les esprits, enfin c'est vraiment la clé dans tous les sens possibles, donc ça n'a absolument aucune cohérence et donc il peut faire un peu ce qu'il veut. On essaie d'en faire une grande menace, mais en fait on a du mal à croire un peu à ses pouvoirs tellement c'est juste du gros n'importe quoi, donc c'est pas le plus intéressant, mais ce qui est intéressant c'est vraiment le traitement de ce personnage en particulier. Donc il y a une humanité qui est plutôt chouette et Mark Waid a toujours été fort pour écrire les moments d'humanité qui rend ce qui rend ces interactions assez chouettes. Et ensuite on a un petit récit à la fin sur un rendez-vous manqué entre Supergirl et Robin, donc qui se tournent un petit peu autour et qui essayent donc de se donner un date et chacun raconte, donc Supergirl à Superman et Robin à Batman, pourquoi ce rendez-vous est manqué avec son point de vue, avec Batman et Superman qui essaient de les rassurer, de leur expliquer que c'est pas leur faute et pareil, ça marche super bien parce que c'est juste des moments de pure interaction humaine qui font assez plaisir à lire. Donc voilà, c'est un volume qui ne raconte rien, mais ça fait juste plaisir de voir Mark Waid qui abandonne un peu ces histoires de démons Nesga et de grandes histoires un peu pourries que vraiment il est échoué à raconter, pour se concentrer sur raconter des personnages et raconter des interactions et ça se passe, très agréablement. Donc ça en fait pas un grand récit, ça fait encore une fois, ça en fait pas un récit qui raconte quoi que ce soit, mais ça en fait quelque chose de très agréable à lire et d'étonnamment agréable à lire vu l'échec qu'était le premier volume. D'accord. Alors, avant de vous laisser la parole, les amis, je tiens quand même à sonner, l'alerte Siegfried pour, ce deuxième. C'est généreux, hein, ça mérite pas une alerte, mais
Toi, tu frustré, ça fait tellement de numéros que tu Voilà, arrives pas à ça sonner fait cette tellement alerte, longtemps que je n'avais pas voilà. sonné cette alerte, il fallait que je trouve une raison de la sonner, tu vois? Donc c'était moyennasse sur le Batman One Bad Day. Là, c'est plutôt bon, meilleur que le premier tome, j'y vais. Je suis pas sûr après pour la suite, donc j'y vais maintenant. Heu, du coup, ton avis, Benoît, toi, sur ce World's Finest tome 2, plutôt positif comme Siegfried? Oui, oui, je suis d'accord avec Siegfried, c'est bien meilleur que le premier. Le trait de Dan Mora est fantastique. C'est vraiment un dessinateur que j'apprécie beaucoup. Oui, voilà, ce personnage, on va dire secondaire qui nous est présenté, amène beaucoup d'intrigues, surtout à la fin du récit que je ne dévoilerai pas. Mais, voilà, ça donne envie de lire la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De revoir un Joker très classique, très méchant, très manipulateur aussi, ça c'était très intéressant avec ce méchant La Clé. Moi je suis on va dire un peu plus en demi-teinte sur le dernier récit avec, Robin et Supergirl. J'ai pas trouvé ça, excellent, ça m'a c'était un peu long, j'ai trouvé et pas spécialement intéressant. Mais après, voilà. OK, il me semble, Alex, tu l'as pas lu, hein? Si je dis Non, pas de je l'ai pas bêtises? lu OK. et du coup, ce que je comprends, c'est que c'est mieux, mais c'est, très dommage d'avoir, amorcé avec un premier tome qui j'ai l'impression n'a rien à voir en fait au niveau de voilà du Oui. scénario et cetera, par rapport à ce qui était, indiqué et donc moi, il y a aussi un souci de temps et de lecture ou d'argent ou de place parce que des fois, je vais pas forcément lire qu'en PDF et donc évidemment, j'ai pas aimé le tome 1. Je me suis pas du tout vue, enfin, c'était pas du tout une priorité dans mon mois d'achat, avec toutes les sorties conséquentes qu'il y a sur Batman, de me dire: «Je vais prendre le tome 2». Et donc oui, je peux pas le chroniquer parce que je l'ai pas lu, mais je trouve ça vraiment, assez décevant et assez frustrant parce que peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui ont pas aimé, parce qu'il y avait un côté un peu, bourrage d'action dans le premier. Enfin, c'était vraiment too much et assez illisible. Et ben, un peu comme moi dans le sens, je vais pas prendre la suite parce que ça va être, dans la même veine. Donc si à chaque fois, tu vois, ça change, d'ambiance, tous les 2 tomes, c'est fatigant, quoi. Ouais, mais après l'avantage, pour les libraires, c'est peut-être que demain, après la diffusion de ce podcast, il va y avoir une ruée, chez les Ah! libraires pour racheter ce deuxième tome, de tous ceux qui avaient fait le choix comme toi de faire l'impasse sur ce Ouais, deuxième peut-être, tome. Peut-être, peut-être, peut-être. peut-être, qui sait? Et si on passait à la lecture suivante alors, tiens, Benoît, fais-moi ton plus grand sourire, vas-y. Ah magnifique. Allez, parlons maintenant de, Red Hood Souriez. Voilà, ouais, ouais, transition, internationale et du coup, ce tome de Red Hood Souriez qui, dans la pour lequel on retrouve donc, Chip Zdarsky, hein, qui, travaille sur Batman actuellement. Qu'est-ce que C'est ça ça. donne? Donc oui, c'est Chip Zdarsky, sur Batman. Il l'a fait en fait, ça a été publié dans les, Urban, enfin dans une collection, particulière aux États-Unis où c'était plusieurs récits dans des fascicules. Donc en fait, ça a été ce récit a été extrait de ça. Donc c'est particulier d'ailleurs de Urban de l'avoir sorti et de l'avoir mis, dans un tome, tout seul. Donc c'est l'histoire donc de Red Hood, hein, qui revient sur Gotham pour lutter contre une drogue qui s'appelle, la joie, si mes souvenirs Des sont bons. gouttes de joie. Des gouttes de Voilà, joie c'est ça et on et rappelle que ça la va être drogue, c'est mal. la drogue, c'est le mal, effectivement et ça va être l'occasion pour lui de renouer, on va dire, les liens avec la Bat Family. Donc on sent que Chip Zdarsky, en fait, il se teste enfin pour moi, il se teste un petit peu dans cet univers puisque ça a été écrit avant le run, son run sur Batman. Il se teste avec ça, avec ce héros urbain. Il avance, à petits pas pour intégrer en fait l'univers, un peu ce qu'il avait fait aussi avec The Knight. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast qu'on avait écrit, enfin qu'on avait fait là-dessus. Mais, après, est-ce que c'est un récit, où on en a vraiment besoin? Hem, je sais pas vraiment. C'est simplement Redwood qui essaye, voilà, de revenir dans la Bat Family, de refaire des connexions avec Batman et avec, notamment Barbara qu'on voit plusieurs fois dans le récit. C'est vraiment un truc père-fils, on va dire, de l'abandon, il y a une réconciliation.
C'est intéressant. J'essaye d'écrire un article avec, une review dessus. J'ai un petit peu du mal à vraiment sentir, quoi écrire dessus, en fait. Bah, ouais, moi je l'ai trouvé ça vachement bien parce que juste pour le mérite de remettre un peu Redwood en avant, Mmh. parce qu'on a peu de titres sur lui, on a beaucoup de lumière en ce moment avec Nightwing, avec l'excellent run Infinite, mais Jason Todd est un peu parfois oublié et donc bah, comme le Freeze, je l'avais pas dit, mais je pense que le Redwood, il est super pour, à mettre dans les mains de personnes qui ne lisent peu de comics parce qu'au final, tu as vraiment toute l'explication de qui est Redwood, parce tu as aussi donc tu as cette épopée que tu racontes, très urbaine et donc cette personne qui a fabriqué les coups de joie, qui est similaire un petit peu au Gaz, de la Terreur de l'Épouvantail et donc il y a des références à ça. Mais en parallèle, tu as tout son passé et tout son lien avec Batman, ses débuts en tant que enfant et donc tout de suite où tu comprends que c'est complexe et que c'est un second Robin qui est très différent par rapport à Dick Grayson et lui, en tant que Batman, que son apprentissage est compliqué et jusqu'à au fameux moment du deuil dans la famille avec, bah, la mort qu'il a eue, Mmh. et je trouve que les parallèles, les allers-retours sont bien faits, tu vois? Où tu as ce ping-pong mais qui est quand même, assez lisible, qui met les choses bien en parallèle et puis même tu parles de réconciliation à la fin, oui, mais pas forcément, comme on l'attendait, aussi idyllique. Il y a quand même un truc en suspens et en fait, on comprend quand même que Batman et Redwood, ça sera jamais parfait. Même si là, ils ont à collaborer ensemble, et qu'évidemment, Batman l'aime et ça, je trouve que de la part de Chief Zdarsky, il y a des trucs qui enfin même l'utilisation de Barbara en tant qu'oracle, qui reste toujours à l'affût à aider et Batman et Redwood et qui est hyper centrale, notamment dans tous les Infinite. Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vrai que bon, nous en tant que lecteurs, on apprend pas grand enfin nous en tant que lecteurs assidus, pardon, on n'apprend pas grand chose, mais il n'empêche que bah, notamment les dessins d'Eddie Barrows, je les ai trouvés incroyablement beaux. Enfin, je trouve qu'il y a des planches vraiment, vraiment canon. Donc j'ai passé autant un bon moment sur un scénario que sur les planches, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est OK. très urbain comme, enfin, je Mmh. trouve que ça donne vraiment un côté, voilà, très terre à terre, au niveau du récit. Ouais, Voilà, après, c'est vrai que l'élément central presque un petit peu de cet album, c'est la mort d'un personnage et donc du coup, il va y avoir tout un enchaînement, là-dessus, au niveau psychologique de la part de Redwood et ouais, justement, ce que tu disais, ça va permettre de revenir en arrière et de revoir les grands moments qu'ils ont eus ensemble avec Batman et de voir justement ce chemin de rédemption, ouais. presque qui va faire en fait son chemin de croix, hein, pendant tout le récit. OK, effectivement, plutôt bon récit. Siegfried, c'est aussi ton avis ou est-ce que je sonne l'alarme une deuxième fois? Quand même pas, mais je suis tout à fait d'accord avec Alexandra. C'est effectivement le genre de volume qu'on pourrait lire pour comprendre le personnage de Jason et qu'on pourrait donc donner à quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à ces univers, mais sans vraiment connaître les personnages et qui saurait pas trop par où commencer. Parce que c'est effectivement le genre de tome qui n'apprend absolument rien, qui ne raconte rien de vraiment neuf. L'espèce d'histoire de drogue, c'est un peu un prétexte, mais qui raconte juste très bien le personnage tel qu'on le connaît déjà, mais tel qu'on n'a pas eu l'occasion de le lire. C'est un peu une frustration avec les volumes généralement, le personnage de Jason dans la continuité, c'est qu'il y a tellement de Robin qu'on lui donne pas forcément la place qu'il faut et qu'on arrive vite à des caricatures, enfin, ça peut vite être un peu frustrant. Là, enfin, on a enfin un tome qui raconte juste le personnage comme il le faut et sa relation avec Batman d'une façon assez épurée et donc c'est effectivement très agréable à lire parce qu'on sent que Zdarsky comprend le personnage et comme le disait Benoît, c'est un peu une manière pour lui de faire ses armes, prouver qu'il comprend un peu le Batverse avant de s'attaquer à Batman en continuité. Donc c'est plutôt un défi assez réussi. C'est peut-être dommage pour le titre Sourier qui fait penser au Joker, alors que Je suis bah en fait d'accord, ça encore une fois, on le lit au Joker alors que là, j'étais plutôt indépendant que ça. Ouais, en plus, Sourier, ben, c'était Ouais, le premier titre français de Killing Joke, ouais, dans la trilogie Ouais. française, alors qu'en fait, on parle d'un super vilain qui s'appelle La Joie, qui n'a absolument aucun intérêt, qui est vraiment le super vilain prétexte qui est là pour un volume et qui en fait, qui n'existera plus jamais après. Donc peut-être que c'était pas utile de faire ce lien avec, un peu mensonger avec le Joker, surtout que Todd, le Joker, bah, voilà, on y pense assez spontanément et c'est pas du tout le cas ici. Ça met sur une fausse piste sans qu'on y gagne grand chose, donc c'est un peu dommage. La fin est peut-être un peu moins bonne aussi. Je trouve que les résolutions à la fois pour Batman et Todd ne ressemblent pas tout à fait au personnage. Mais bon, ça c'est on pinaille un peu. Je trouve que Freeze aurait pu ne pas être dans l'intrigue parce qu'on comprend pas très bien ce qu'il vient faire là. Il ajoute un peu une couche de gras à l'intrigue qui aurait mérité d'être encore un peu plus épurée parce que vraiment, on coupe le personnage, l'histoire est exactement la même.
Donc il y a 2-3 choix qui sont peut-être un petit peu bizarres, mais bon globalement, comme dit Alexandra, le dessin est tellement bon parce que bon, Eddie Barrows, c'est notamment quelqu'un qu'on avait admiré sur les débuts de Detective Comics, hem, Mmh. Oui, à l'époque, enfin à la grande époque de Detective Comics quand c'est, James Tynion The Force qui racontait cette histoire de monstres, enfin il y avait notamment Goldergill je crois qui s'unissait avec une c'est équipe un ça. petit peu inattendue Mmh. et les Ouais, Avec dessins étaient Batwoman, Gueule d'Argile, c'est spoiler. ça et spoiler, ouais. les dessins étaient absolument fabuleux et je pense que beaucoup avaient vraiment admiré Eddie Barrows, son talent sur ces tomes-là. Il a aussi fait du Nightwing, du Superman pour Straczynski, enfin c'est vraiment un très grand dessinateur et il a un art de la composition des tableaux qui est assez fabuleux. Il arrive vraiment à exprimer ce qu'il veut exprimer. Parfois sur les physionomies des personnages, c'est pas tout à fait ça. Il arrive bien à exprimer les sentiments qu'il veut, mais bon, ça peut paraître un petit peu grossier, en termes de correction anatomique, mais vraiment les compositions sont assez fabuleuses. Donc voilà, ça reste un tome qui n'est pas du tout révolutionnaire, mais qui est juste très satisfaisant et quand on aime Redwood, ça peut faire partie des incontournables parce que c'est juste ça raconte juste impeccablement ce que ça veut raconter et rien que ça fait déjà plaisir. Oui, tout à fait. Ce tome de Redwood qui est plutôt intéressant, effectivement. Moi, j'ai noté aussi des dessins particuliers parfois, hein. La moto, elle est designée de façon un peu bizarre par moment, mais effectivement, après, sur l'ensemble des cas, c'est quand même très joli. Oui et puis on a un Effectivement. moment qui est super où, Batman fait face à un enfant qui l'embête, il le regarde de façon très menaçante, il met Ah la oui. main dans sa ceinture Mmh. et puis il en sort une sucette et il l'attend avec Non, un non, non, énorme non. sourire Une et batte c'est sucette. une Mathilda qui tend avec un énorme sourire et c'est absolument adorable comme scène et même Jason lui dit: «Mais tu as une sucette dans ta dans ta ceinture?» Et Batman est un peu gêné, lui explique: «Oui, ben, parfois sur les scènes de crime, il y a des enfants, il faut les éloigner, donc j'ai des sucettes». C'est juste adorable comme moment, donc voilà, c'est rien que pour Bon ça, ça après, ça peut mériter qu'on s'y arrête. il a l'habitude avec les enfants, et il dort aussi avec des gosses donc bon. Oh, ça y est, oh, je ne rentrerai pas dans ce débat. Heu, du coup, effectivement, bon alors, 1er récit plutôt positif, 2e récit plutôt positif, 3e récit plutôt positif, mais que se passe-t-il? Allons-nous, nous arrêter, dans cet élan de positivité avec le prochain récit qui concerne, alors on parle pas de Castorama, mais, Faute d'un clou, par la Justice League. Heu Désolé Benoît. Du coup, Justice League Faute d'un clou et c'est Siegfried qui s'y colle. Est-ce que, ça vaut le coup de s'arrêter sur ce récit, qui moi de premier abord ne m'attire pas plus que ça, mais à voir, effectivement le contenu? Alors, le volume comporte 2 récits. Le premier mérite une alerte Siegfried, le deuxième pas du tout, donc je vais Ah, y revenir est-ce que je pourrais mettre une demi-alerte? si tu veux. Alors, donc c'est des récits qu'on peut déjà connaître parce qu'ils avaient déjà été publiés, je crois, chez Panini, jadis. 2 récits scénarisés et dessinés par Alan Davis, donc le premier en 1998 et le deuxième en 2004, qui font partie des Elseworlds un petit peu connus, puisque à cause d'un clou qui, perce le pneu des Kent, ceux-ci renoncent à leur promenade dans les champs de maïs et du coup ne rencontrent jamais Superman et donc on a affaire 20 ans après à un monde sans Superman et qu'est-ce que la Justice League dans un monde Superman? Ben, comme ils n'ont plus de visage humanoïde rassurant auprès du public, il y a une vraie défiance qui naît vis-à-vis des méta-humains et à ce titre, donc tout le monde parle de méta-humains et plus de super-héros parce qu'on met vraiment dans le même sac les super-héros et les super-vilains, tous les êtres avec des pouvoirs qui inspirent une vraie méfiance au peuple. Même Batman, on se demande si, ça serait pas un extraterrestre. Enfin voilà, on essaie vraiment de les rejeter assez loin et il y a des choses vraiment très dures qui sont, envoyées à la tête des super-héros et même eux sont divisés les uns avec les autres parce qu'on les renvoie au racisme anti-extraterrestre pour le Martian Manhunter par exemple ou, à la on sait que Hawkman est mort quelques années plus tôt, Green Arrow a complètement basculé parce qu'il est devenu vieux, amer et gris du côté des anti-méta-humains. Enfin, il y a vraiment une réflexion assez fine qui est faite sur, voilà, que serait un monde sans Superman où à la fois la Justice League et l'humanité, doit grandir et essayer d'arranger les choses, mais sans ce porteur d'espoir, ce porte-flambeau qui est essentiel quand même dans la relation entre les humains ordinaires et les méta-humains. Donc c'est assez passionnant, c'est assez bien fait et comme en plus on est dans un Elseworld qui ressemble quand même beaucoup à la continuité telle qu'on la connaît, bah, on peut s'attendre au début à un récit qui ressemblerait plus ou moins à la continuité et puis tout à coup on voit un personnage mourir et tout à coup, je vous spoile pas, mais on voit 2 personnages mourir et on se dit qu'à la fin:
non, bah, ils vont pas mourir parce que bon, ça ressemble quand même plus ou moins de la continuité. Eh ben si, ils meurent sous les yeux en plus de notre personnage qui est complètement traumatisé et ça amène à des développements intéressants. Enfin, on a cette liberté qui est très intéressante d'un auteur qui se saisit de Elseworld pour tuer des personnages, mais ça vient pas non plus au gros n'importe quoi enfin, comme on le voit dans les Vampires ou les D6 par exemple, où, on a vraiment des scénaristes un peu gamins qui, «Ça y est, j'ai un Elseworld, donc je vais tuer la moitié de la Justice League dans mon premier tome, en 3 pages, juste parce que j'ai le droit, mais ça n'a aucun impact émotionnel parce que» enfin, là, on n'a pas affaire à un enfant gâté, on a affaire à quelqu'un qui exploite ça vraiment avec le choc émotionnel que c'est supposé avoir au bon moment et ça fait plaisir. On n'a plus l'habitude des vraies menaces dans les comics et rien que ça, voilà, c'est vraiment très bien géré et c'est aussi parce qu'on est en 98 évidemment, mais avec un scénariste assez fin qui, et pour moi, ça rappelle un peu ce qu'une Crysis devrait être, et ce qu'on a complètement perdu avec le temps, en fait. Parce qu'on est Mmh. tellement aujourd'hui dans des Crysis où tout et n'importe quoi, que ce soit avec les métals, que ce soit avec ou les Crysis là, tels qu'on les a actuellement, la Dark Crisis qu'on a eu récemment encore, enfin c'est où, à force de faire des trucs en continuité, ben, du coup, on est tout le temps dans le statu quo et on peut détruire des mondes entiers. En fait, on sait que personne ne va mourir et qu'il va absolument rien se passer et c'est juste lassant et on fait intervenir des centaines de personnages avec des pouvoirs partout et on n'y comprend juste plus rien. D'ailleurs, on va en reparler, très, très vite dans ce podcast et là, au contraire, alors même qu'il y a quand même pas mal de personnages parce que ça implique quand même toute la Justice League et avec beaucoup de personnages parallèles, ben, on arrive à suivre exactement l'intrigue parce qu'elle est assez linéaire, on arrive à s'intéresser à chacun des personnages, à voir la charge émotionnelle de chaque personnage. On a un souci de raconter chaque personnage dans une trajectoire individuelle pour une intrigue qui est collective et ben, c'est juste une crisis telle que telle qu'on devrait toujours savoir les écrire et ça fait extrêmement plaisir. Donc même si la fin est décevante parce que, on a l'impression que tout à coup il manquait de pages et le postulat finalement est un peu renversé dans les 5-10 dernières planches et c'est un peu dommage. Le postulat est tellement bien mené est tellement bien mené jusque-là que, pour moi ça fait partie des meilleurs Elseworlds, au même rang ou peut-être même au-dessus d'un Red Son parce que Red Son est extrêmement décevant assez vite, alors que là, c'est vraiment écrit assez finement et plutôt correctement dessiné. C'est pas du tout vieilli même pour une aventure de 98 parce qu'il y a un dynamisme d'Alan Davis qui est vraiment percutant donc c'est vraiment très chouette et extrêmement recommandable. Ça me rappelle même Identity Crisis, enfin voilà on va arrêter avec les comparaisons valorisantes, mais c'est pour dire, voilà, pour cette idée d'un grand mystère qui intrigue beaucoup de personnages et qui sert aussi de catalyseur et de révélateur de ces différents personnages, sans aller dans le too much tel qu'on peut l'avoir dans d'autres Crisis. Ce qui est dommage, c'est que c'est suivi par un autre clou, donc qui est, supposé être, la suite dans cet univers. Or, malgré le titre Un autre clou, bah, en fait donc là, vous avez compris que le clou, donc c'est ce clou qui est la base qui est le postulat de cet univers parce que c'est lui qui crée le pneu des Kent. Là, Un autre clou ne raconte pas du tout d'autres clous, en fait. Donc déjà, le titre est un peu mensonger, c'est juste un titre pour dire que c'est de la suite de Faute d'un clou. Mais c'est un peu dommage parce que, vu le titre, on aurait pu s'attendre à une nouvelle petite dérivation dans le postulat pour amener un nouvel Elseworlds et en fait non, c'est pas du tout le cas. C'est juste là, pour le coup, c'est juste un dessin plus chargé pour une intrigue plus chargée avec de nouveau cette fois vraiment une intrigue cosmique qui de nouveau autour d'un mystère central, donc c'est pas trop mal fait. On a vu nettement pire, mais ça commence un peu à dériver vers tout ce qu'on n'aime pas dans les Crisis, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus confus, ça manque du postulat central pour, réunir un peu les trajectoires des personnages et on commence à avoir un peu trop de personnages, un peu trop d'intrigues, ça va un peu trop dans tous les sens et donc ça manque un peu de cette charge dramatique, émotionnelle qu'on pouvait avoir dans la première histoire. Donc c'est vraiment beaucoup plus dispensable, mais voilà, la première moitié, le premier récit fait quand même partie pour moi des incontournables dans les Elseworlds et si vous aimez les Elseworlds, ou même juste les comics à la Identity Crisis qui, explorent les trajectoires des différents membres de la JLA, ça fait partie des incontournables et ça devrait vraiment vous faire plaisir. OK. Alors du coup, je fais quand même une demi-alerte. Voilà, hop, demi-alerte. Pour, ce très bon récit. Après, pour ceux qui veulent, se le procurer, effectivement, il y a plus de 300 pages, et ça vaut 30 €. Donc, essayez de négocier peut-être avec votre libraire, récupérez que la première partie, pour 15 €, on sait jamais, ça peut peut-être marcher, sur Non, des ça vaut fins le de coup. sur des fins de stock ou autre, je ne sais pas. Bref, en tout cas, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, sur ce récit, les amis, on va basculer sur un autre récit que Siegfried a légèrement spoilé, puisque on bascule sur Planète Lazarus, Batman versus Robin, tome 1. Et c'est Alexandra qui va nous en parler. Qu'est-ce que c'était bien? Alors, Planète Lazarus de Batman vs Robin. Hem
Il y a beaucoup de références à Robin Infinite, donc la série qui est en cours pour Robin, mais aussi notamment au titre que tu as mentionné tout à l'heure, World Finest, parce qu'on retrouve le méchant qui était le principal dans le tome 1, le diable Neza, qui revient et qui a empoisonné un nombre conséquent de personnages, dont la plupart de la Bat Family et bien d'autres, et a pris possession de Damian, qui va être contrôlé par ce diable-là et qui va avoir comme mission de tuer Batman. Donc il va y avoir sur 5 chapitres écrits par Mark Waid un VS qui pour le coup était plutôt intéressant, avec tout un lore de la magie chez DC Comics, avec plein de personnages qu'on peut connaître ou pas connaître, qui sont pas forcément tous explicités, et c'est pas vraiment grave parce que c'est pas important. Au contraire, moi, quand c'est trop explicité, ça aurait perdu en sens et ça m'aurait un peu ralenti la lecture. Et là, on comprend qu'il se passe plein de choses et ça peut donner envie d'explorer un petit peu tout l'aspect magique de DC Comics. Voilà, on va avoir aussi ce qu'on avait eu notamment sur Batman Infinite avec l'arrière-grand-mère de Robin, la descendance d'Al Ghul, Talia qui revient. Enfin voilà, on a tout ce lore-là, qui est aussi très très bien dessiné par Mahmoud Asrar, si je le prononce bien. Mais ça, c'est les 5 premiers chapitres. Ensuite, Ah, il y a plein d'autres récits. Donc il y a le Batman Alpha, il y a le Batman Also of Krypton, et qui ne sont plus forcément écrits par Mark Waid. Je pense que Mark Waid, il a dû écrire le second sur Alpha et ensuite ça, il a passé la main, qui ne sont plus aussi dessinés par Mahmoud Asrar. Et là, j'ai complètement perdu pied parce que j'ai trouvé ça pas bon. Je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça fouillis, il y avait beaucoup trop d'infos, je me prenais plus du tout mon pied au niveau du graphisme, donc il y avait certains traits que je trouvais pas très appropriés. Et j'ai eu cette impression de vouloir encore une fois du côté de DC placer un titre fort comme un nouveau event impactant, mélangeant plusieurs personnages en disant que ça va être incroyable, et que c'est pas forcément très incroyable, quoi. Donc je valide plus les 5 premiers chapitres sur Mark Waid parce que j'ai trouvé ça bien, sans que ce soit forcément hyper transcendant. Et ce que je disais, c'est que c'est quand même un peu référencé. Donc les personnes qui ont pas du tout suivi ce qui se passe sur World Finest, sur le Robin Infinite, bah, ils vont quand même être perdus parce que tu demandes d'où il sort le Diamnesa, quoi. Hem et même les petites refs à toute la famille El Ghul. Donc voilà. Après, on a quand même dans ces pages-là l'origine un peu du Puy de Lazare. On a la référence à Alfred parce qu'il ressuscite Alfred. Donc Batman fait un bout de chemin avec Alfred. Voilà, ça c'est un peu marrant jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement, bah non. Mais après, je peux pas vous parler des autres récits parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas compris ce qu'on m'a raconté. Et pour le prix du bouquin et pour la diversité qu'il y a, parce que voilà, c'est d'autres histoires courtes, vraiment très très dommage. ouais, effectivement, on peut rappeler que c'est 35 € pour 360 pages, Je ce trouve ça très Lazarus, très cher Planète Lazarus. du côté de DC. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Ouais, après c'est le nombre de pages effectivement, plutôt moyennasse sur plus, j'ai l'impression qu'on baisse en qualité dans ce podcast. On baisse, ouais. Siegfried, c'est aussi ton avis du coup sur cette planète Lazarus? C'est plutôt, moyennasse? Non, c'est pas moyennas, c'est une catastrophe absolue. D'accord, bon, Mais bah, moi, je voilà, suis au moins toujours c'est plus clair et net. empirique que Siegfried. C'est moi, je suis moyenne. Siegfried, il est pas, vous voyez, j'ai lancé le Ah truc. non, mais Vas-y, Siegfried, descends. Go. bon, déjà comme évoqué, bon, ça s'appelle Planète Lazarus, tome 1, donc on a un peu l'impression d'un départ, même si évidemment ce serait lié à la continuité. Dans les faits, comme dit par Alexandra, bah, c'est un peu mensonger, on ne comprend strictement rien si on n'a pas lu, Oui, Robin oui. Infinite, plus Shadow War, plus World's Finest tome 1, Ah oui, donc ça fait Shadow quand War, même ouais. beaucoup de bases à avoir avant de se lancer dans ce qui est pourtant présenté comme, juste Planète Lazarus tome 1. Bon, ça peut être un peu perturbant. Hem, le début de l'intrigue, effectivement, c'est un peu mieux écrit parce qu'au moins on a Batman qui veut aller affronter Neza. Bon, au moins c'est assez clair et comprendre ce qui se passe autour de Damian. Même si ça passe pour ça par des détours qui sont pas forcément convaincants. Enfin, Damian est du coup plus ou moins hypnotisé par le démon Neza, mais on sait pas trop à quel point pour détruire la Batcave. Mais, hypnotisé dans le sens où il est quand même tout à fait lucide, il balance des trucs à Batman dont on sait pas trop s'il les pense vraiment, notamment le fait que Batman a empêché les Robins de vivre leur vie, une vie normale d'enfant et du coup il balance ça
à la figure de Batman et ça fait vraiment réfléchir Batman, alors même que, bah, Damian, c'est typiquement le garçon qui n'a jamais voulu vivre de vie normale, donc c'est un petit peu surprenant et donc on a ce Damian qui essaie de détruire la Batcave et de tuer Batman pour le remplacer. Donc on se doute que c'est pas vraiment Damian parce que Damian n'a pas de même s'il a toujours été un peu borderline, il est pas du tout aussi bizarre et puis dans les Robin Infinite, on le voyait quand même plutôt équilibré. Donc on sait pas trop pourquoi Batman est perturbé de voir Damian comme ça, alors même qu'on voit que Damian n'est pas dans un état vraiment naturel. Et ça mélange énormément de choses qui sont un peu étranges. En fait, Damian s'aide par exemple de, Tim Hunter. Tim Hunter, c'était le, proto Harry Potter qui apparaissait dans les Books of Magic de Gaiman dans les collections Vertigo. Donc d'ailleurs, il y a eu toute une polémique sur est-ce que J.K. Rowling a copié, Tim Hunter pour créer Harry Potter. Donc pourquoi ce lien avec une série Vertigo, surtout pour un personnage de magicien qui en fait apparaît à peine? Puis on voit les Abel et Cain qui sont les 2 personnages dans les Sandman aussi de, Neil Gaiman dans Vertigo. Donc on sent une manière de, piquer enfin, on sait que l'univers de Vertigo a été plus ou moins inséré dans l'univers de DC dans le canon DC Comics, mais là, c'est vraiment une manière de reprendre les personnages, les mettre au forceps dans, des histoires de Robin, alors qu'on n'a pas du tout besoin d'Abel et Cain, on n'a pas besoin de Tim Hunter, l'histoire sera exactement la même sans l'insertion de ces personnages-là, donc ça rajoute des pages pour pas grand-chose. Il y a même toute une espèce de tunnel où on a peut-être, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de pages où Batman traverse juste des illusions les unes après les autres, où on a l'impression que c'est Damian qui essaie de raconter à Batman ce qui se passe, mais en passant par des illusions où Batman traverse une série d'illusions qui sont plus ou moins où il rencontre, voilà, Abel et Karen Sandman et une tonne d'autres personnages dans une tonne d'intrigues, mais en fait tout ça c'est juste une illusion. Enfin, c'est extrêmement, vaseux, un peu flou, un peu inefficace, un peu étrange. Bon, ma foi, tout à coup effectivement on a le retour d'Alfred, mais un Alfred qui semble à la fois se souvenir de tout comme s'il venait de mourir mais qui en même temps a oublié plein de choses. Par exemple, il n'arrête pas d'être surpris, enfin, il voyage avec Batman, mais il ne reconnaît pas trop Zatanna, par exemple. Il y a plein de personnages qu'il est supposé connaître, mais qu'il ne reconnaît pas. Du coup, quel est le concept avec cet Alfred qui connaît des choses, mais qui n'en connaît pas d'autres qu'il est supposé connaître? Est-ce que c'est enfin, du coup, on se dit, mais enfin, il y a disons qu'il y a une impertinence dans le concept. Soit c'est vraiment Alfred et du coup, il se souvient de tout, soit c'est pas Alfred parce que ça serait une espèce d'illusion, mais du coup, il est supposé se souvenir de rien, ne rien connaître de tout ça. Enfin, c'est assez impertinent effectivement la manière dont cette histoire se conclut ne donne pas vraiment de sens à toutes ces petites incohérences. On découvre aussi la mère donc de Ra's al Ghul, qui est une méchante, mais qui n'a absolument aucune personnalité. Enfin, on sent vraiment Mark Waid qui essaie de créer du lore, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de connaître l'origine des puits de Lazare? Je suis pas vraiment sûr. Donc apparemment, l'origine des puits de Lazare, c'est à partir d'un élixir chinois de résurrection qui aurait justement été créé pour le diable Neza. Donc on sent vraiment que Mark Waid est tellement fier de son invention du diable Neza qu'il veut le mettre au centre du Batverse. Donc voilà, les puits de Lazare, maintenant, c'est lié au diable Neza qui est, le pire super vilain qui existait depuis des milliers d'années. Oui, enfin, on vient littéralement de voir une espèce de grande ténèbre qui envahit l'univers. Je suis pas sûr que ce démon un peu enterré qui se fait battre un peu rapidement dès que le scénario le veut, soit vraiment la pire menace et que ça justifie de le lier à la mère de Ra's al Ghul et à la création des Puits de Lazare. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de créations de concepts, y compris le retour d'Alfred, qui sont un peu insérés au forceps, sans que ça soit vraiment justifié par l'intrigue et sans que ça ait du tout la charge dramatique ou émotionnelle que ça voudrait. Et il y a de la magie dans tous les sens. Tiens, on hypnotise des gens, on invoque d'autres gens par la magie, on donne des artefacts random à la Bat Family. Batman va du coup affronter la Bat Family qui est hypnotisée et chaque membre de la Bat Family a une espèce d'arme magique qui a des pouvoirs un peu indéterminés. Bon, il faut savoir, soit il affronte les membres de la Bat Family, soit il affronte des créatures avec des pouvoirs magiques, mais mélanger un peu les 2, ça réduit l'impact, de ces bagarres, c'est un petit peu étrange. Voilà, c'est vraiment une intrigue qui se perd un peu qui se perd dans tous les sens, tout en prétendant avoir une intrigue très linéaire, parce que c'est Batman qui veut juste retrouver Neza, mais qui, perd son temps sur des dizaines de pages sans avoir rien à raconter, c'est vraiment un petit peu triste et effectivement, comme le dit Alexandra, la suite est juste encore pire parce que tout à coup, on passe à une ellipse qui est vraiment très brutale pour passer à donc ce qui donne le titre à l'intrigue, la Lazarus Planet. C'est le nouveau statu quo tel que promis par le 4ème de couverture et cette Lazarus Planet, mince, on sait pas trop ce que c'est le concept en fait. C'est un monde où la magie fonctionne bizarrement. D'accord? Donc en gros, il y a toujours de la magie, mais le la manière dont les personnages magiques utilisent leurs pouvoirs, parfois fonctionne, parfois ne fonctionne plus, parfois ça n'a pas tout à fait le pouvoir escompté et du coup, ça amène à plein de délires dont on sait pas trop en fait, qui en fait n'ont absolument aucun code. Tout à coup, on a une espèce de garde de la sécurité de Lex Luthor qui a des super pouvoirs sur 10 pages.
D'accord, quel rapport avec le reste? On sait pas trop. Tout à coup, on a les cadavres des anciennes ennemis des Amazones qui se réveillent dans la mer près de Themyscira. Oui, d'accord. Tout à coup, on a le sorcier Shazam, donc le sorcier qui avait donné ses pouvoirs à la Shazam Family, qui revient et qui est mécontent de la Shazam Family. D'accord. Tout à coup, on a une petite histoire sur Firestorm. Enfin voilà, on se demande un peu où ça s'arrête. On a juste une succession de petites histoires avec plein de personnages, heu, qui sont supposés être réactivés donc par cette, être liés à cette planète Lazarus, mais il y a absolument aucune logique dans tout ça. On a un peu l'impression que c'est juste on a un peu fourré des concepts dans une dans une espèce de grande marmite, on mélange tout et on le ressort un peu à la volée. Et c'est un peu un problème, parce que l'avantage normalement d'un nouveau statu quo, c'est qu'on sait quels sont les codes du statu quo et donc on peut un peu se rattacher à quelque chose. Dans les Batman métal, ou les Batman Kiri, ben voilà, tout était lié à ce nouveau métal un peu étrange et à ces personnages qui étaient des dérivés de Batman avec d'autres concepts et venant d'autres univers. Enfin, on savait plus ou moins à quoi s'attendre. Là, on nous dit juste: «Fuck it, c'est magique, on peut te raconter n'importe quoi, on a le droit parce que, c'est la nouvelle planète qui permet ça». D'accord, ben non, je suis désolé, c'est pas satisfaisant et surtout ça mène à, bah, une intrigue qui est c'est juste complètement illisible parce qu'il y a des personnages partout. En plus, c'est dessiné, c'est parfois pas très bien dessiné. Enfin, je pense notamment aux Planète Alpha, dessiné Mmh. par Riccardo Federici, qui est pas mal dessiné, mais c'est juste un déluge complètement illisible de personnages et de pouvoirs et ça continue comme ça parce qu'à force de voir toutes les 10 pages, on a des nouveaux personnages, mais plein de nouveaux personnages avec plein de nouveaux pouvoirs, plein de nouvelles intrigues. Donc c'est impossible de s'y intéresser. Il y a aucune intrigue qui est vraiment suivie, qui permet de s'intéresser à qui que ce soit. Tout à coup donc je pense qu'ils sont tout fiers de se dire: «Tiens, on va connecter ça à la mythologie, chinoise». Donc on a plein de références à la pérégrination vers l'Ouest. Donc la pérégrination vers l'Ouest, c'est, un roman chinois, essentiel dans l'histoire de la littérature chinoise, qui est notamment inspiré de Dragon Ball. Et donc effectivement, on a tout à coup ce personnage du roi singe qui est lié au diable Neza dans le passé et qui est plus ou moins connecté au prince des singes, qui est apparemment un super-héros contemporain qui est plus ou moins lié à la Justice League, qui vole sur un nuage magique un peu comme Sangoku. D'accord? Mais ce prince des singes est vraiment on en parle vraiment comme si c'était un personnage qu'on était supposé connaître alors que moi ça me disait rien. Bon, je suis sûr qu'il est déjà apparu quelque part, hein, mais vraiment on nous le balance, tiens, il est plus ou moins dans la tour de la Justice League, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'on serait supposé le connaître? Quels sont ses antécédents par rapport à la Ligue? Quels sont ses pouvoirs? Bon, on sait pas trop. C'est vraiment nous balancer des concepts liés à des super-héros chinois de façon, totalement gratuite et random et mélangés avec plein d'intrigues contemporaines liées à plein de personnages, tellement dans un tel bazar qu'on en oublie même Neza. Enfin, c'est et tout ça, c'est le nouveau statu quo, le nouveau monde sur lequel vont se développer d'autres intrigues liées à Infinite. Waouh! C'est vraiment un truc forcément, enfin, je pense que vous l'avez compris. Je pense que même ce que je dis, c'est un peu confus tellement il y a de pourtant je les prends vraiment les événements tels qu'ils arrivent les uns après les autres, mais c'est juste un foutoir sans nom et c'est illisible aussi bien graphiquement que dramatiquement, qu'en termes de personnages. Il y a rien qui se développe, il y a rien qui se déploie, il y a aucune cohérence qui se crée et c'est dur à lire déjà et ça donne absolument pas envie de lire la suite parce qu'on se demande: «Mais à quel point quel est le statu quo qu'on essaie d'initier?» Et ça me donne surtout l'impression qu'il y aura aucun nouveau statu quo parce que c'est un statu quo qui est juste arbitraire pour permettre à n'importe qui de raconter n'importe quoi. Et ben, c'est pas un univers qu'on a envie de lire ou de découvrir. Enfin, c'est vraiment, c'est nul, c'est vraiment juste nul. Alors, Moi qui ai lu que la moitié, ça me donne envie de finir, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais Tu peut-être pas pas dû compter. t'arrêter! Tu pas dû t'arrêter! C'est ce que j'allais dire. Je vais peut-être pas compter sur Benoît pour me remonter ce récit, puisque toi, t'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais si on aura peut-être généré une petite vague d'achat pour le tome 2 de Batman Superman Volt Fahrenheit, il y a peu de chances qu'on génère une vague de vente pour ce Planète Lazarus Batman vs Superman. Bah, Vas-y. il y a un truc avec Mark Waid quand même, entre, ce qu'il a fait sur World Finest et ça. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il veut, alors je vais pas dire régresser, mais il aime les récits qui se sont passés, je sais pas, dans les années 70, 80, et j'ai l'impression qu'il essaye de ramener cette nostalgie-là, cette ère-là, ce genre de récit quoi, qui se faisait avant, aujourd'hui. Alors ça se voit parce que dans World Finest, ça se passe dans le passé, mais là, j'ai l'impression, en tout cas sur le début de Planète Lazarus, j'ai pas lu les récits secondaires, mais pour moi, ça me fait penser à ça où tout peut arriver et les personnages principaux, voilà, c'est presque comme si c'était une histoire après l'autre et dans tous les cas, ça revient à zéro à chaque fois. C'est cette impression-là que j'ai. Mmh.
Possible, possible, on lui posera la question le jour où on le croisera, mais ou Marc, si tu nous écoutes, tu peux nous envoyer un message, en privé, pour, nous donner quelques explications. Bon les amis, OK, bon, on était parti sur une grande vague de positivisme, mais bon, visiblement, ça ne pouvait pas durer. Peut-être qu'avec ce dernier récit que l'on a à évoquer pour ces, lectures urbaines comics du mois de juin, peut-être un peu de positivité qui va revenir. Justice Society of Ah, America Chronicles, les années 2000. Siegfried, je ouais. sais que tu l'as lu. Non? Alors, on en est où hein, pour ça? Ça merde un peu, non? Ou c'est moi? C'est peut-être ma connexion. C'est Ah, toi, moi j'ai pas de souci. Non, pas de souci. moi ça a l'air de tourner. OK, bon, on est bon C'est alors. moi, excusez-moi. Donc c'est GSA Chronicles, c'est plutôt intéressant. Je vais, pas survoler assez vite parce qu'en fait le lien avec Batman est relativement ténu, puisque comme indiqué par le titre, on parle de la Justice Society of America, qui est donc la proto-ligue de justice dans laquelle Batman n'intervient pas, même si, évidemment il y aura une espèce de grosse aventure qui va lier JSA et JLA dans la grande tradition des retours dans le temps qui permettent aux 2 équipes de se rencontrer, qui est une tradition qui remonte aux années 50. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est le reboot de la JSA par Geoff Johns et David S. Goyer, donc c'est quand même des très gros noms assez intéressants, qui mêlent des choses très intéressantes et des choses qui sont beaucoup moins. Donc il y a des trucs qui sont vraiment juste là pour complétistes, puisque on vous rappelle que le principe des Chronicles, c'est vraiment de tout publier, y compris des trucs complètement datés et mauvais. Donc là, notamment, il y a un JSA Annual, mais qui remonte vraiment au pire truc des années 90. C'est c'est un peu minable, mais il y a aussi The Liberty Files, notamment, qui est un Elseworld extrêmement solide, qui transpose des héros de la JSA et Batman dans la Seconde Guerre mondiale, et ça fait partie pas des meilleurs Elseworlds, mais des Elseworlds vraiment bien mené, vraiment intriguant, parce que voilà, on se demande qu'est-ce qu'aurait fait Batman dans le monde, un peu de l'espionnage, un peu noir, lié aux nazis. Enfin, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment une bonne aventure que je vous recommande. Et du coup, Superman se retrouve cette fois du côté d'Hitler et voilà, ça mène à certains délires que vous pouvez imaginer, mais qui sont vraiment intéressants, impactants, assez émouvants. C'est vraiment très agréable, très intéressant à lire. Donc rien que pour ça, ça pourrait justifier, parce que je pense que c'est pas trouvable par ailleurs, donc ça peut justifier l'achat du volume qui est plutôt intéressant. De même, ne vous arrêtez pas forcément aux premiers fascicules, parce qu'ils sont pas très bons, mais ça devient, pour moi, ça commence à devenir vraiment très correct avec le JSA 11 qui introduit le super vilain Cobra. C'est un peu cliché, mais c'est plus intéressant. On introduit notamment Mister Terrific, avec une mise en avant du Docteur Midnight, enfin des personnages qui sont, le problème de la JSA, en fait, c'est que c'est des personnages, il y a beaucoup, c'est une équipe qui est assez nombreuse et en gros, il y a une dizaine de personnages qui sont un peu introduits, d'un coup. Et si on les connaît pas forcément, bah, on peut ne pas forcément. C'est pas l'intrigue qui va essayer de les présenter les uns après les autres, et à part 2 ou 3 qu'on identifie assez rapidement parce qu'on les connecte aussi avec des personnages qu'on connaît, notamment, Hoggle par exemple, ou Green Lantern ou Jay Garrick, le Flash. Les autres sont un peu moins connus et n'ont pas vraiment d'arc à part entière ou de développement à part entière, donc on peut être un peu perdu. Et du coup, quand on voit des nouveaux personnages qui interviennent dans l'intrigue et qui sont plutôt développés, ben ça fait plaisir, et c'est plutôt bien fait. On a même un assez moment, enfin, je pense par exemple à le super vilain Cobra tue la mère de Goliath. Donc Goliath est le super vilain, le super héros qui peut, grandir à l'envi, et donc on voit juste sa mère qui prend l'avion et qui explique à sa voisine dans l'avion, «Moi je suis fière, mon fils est un super héros», et tout à coup il y a, Cobra qui apparaît dans une vidéo et qui explique que l'avion va se crasher. Et la mère de Goliath est juste interdite. Elle se dit: «Maintenant, c'est pas possible, je peux pas mourir, mon fils est un super héros», et l'avion explose, et waouh! Enfin, c'est c'est vraiment super fort que juste en 2 planches, ça met vraiment dans le bain, et c'est là qu'on se dit que les auteurs sont pas toujours aussi inspirés, mais quand ils sont inspirés, ça donne vraiment des choses assez fortes. Et on a notamment une très chouette histoire qui s'appelle 2000, où un super vilain de l'an 2000 change le passé. Il revient dans les années 50, donc à l'époque de la JSA, en donnant par exemple des armes futuristes à des super vilains du passé, parce qu'en fait, il a une espèce d'ordinateur, plus ou plus ou moins magique, auquel il demande, «Tiens, je ne veux plus être malade, qu'est-ce que je dois faire dans le passé pour ne plus être malade aujourd'hui?» Et donc l'ordinateur lui dit: «Ben si tu donnes un micro-ondes à, tel général dans telle base dans les années 50, ben tu seras plus malade aujourd'hui suite à des effets papillons». Et donc il va introduire énormément de changements dans le passé, qui évidemment perturbent complètement le futur et vont lui permettre d'être une espèce de dictateur assez sanguinaire, complètement fasciste dans le futur. Ce qui fait que les super-héros de l'an 2000, donc la JLA telle qu'on la connaît, va revenir dans le passé pour essayer de convaincre la JSA qu'il rende au futur tous les objets qui viennent du futur. Le problème, c'est que la JSA ne les connaît pas. Ils sont un peu paranoïaques aussi. Ils se disent que
s'ils veulent récupérer ces objets, c'est peut-être en fait pour leur intérêt et peut-être qu'ils mentent et notamment le personnage du Spectre de la JSA qui ne fait pas du tout confiance à la JLA et qui du coup essaie plutôt de les enfermer, ce qui mène à une bagarre entre ces 2 équipes qui pourtant luttent toutes les 2 pour le bien et donc c'est une intrigue qui pour le coup permet vraiment bien de développer à la fois la JLA et la JSA et les liens entre les 2, mais aussi les tensions entre les 2 et ça fait partie vraiment des histoires pour moi assez essentielles sur la JSA et vraiment essentielles dans ce volume-là qui pourrait justifier l'achat. Même ouais, ça finit par contre sur une histoire cosmique à base de Metron et d'Extinct, avec une espèce d'event en seulement 3 fascicules, du coup sûrement que de la bagarre, parce qu'imaginez une Crisis limitée en 3 fascicules, donc à peu près une soixantaine de pages, bah, c'est forcément ça C'est mène une à mini des crisis. développements qui sont un petit peu trop rapides et où on a juste le temps de se bagarrer sans donner le temps de poser des postulats. Donc c'est focalisé sur un combat, du c'est pas trop mal mené, il y a un peu trop de personnages, c'est un peu foutoir, mais c'est plutôt bien écrit, toute proportion gardée donc voilà, c'est pas un volume c'est pas un volume qui est absolument indispensable, il contient pas de récit qu'il faudrait absolument lire, mais pour les complétistes, ça contient quand même des choses assez essentielles et même si vous ne vous intéressez pas forcément à la JSA parce qu'on peut pas dire que la JSA soit des personnages qui soient vraiment très connus ou beaucoup mis en valeur dans les comics récents ou qui aient vraiment eu droit à beaucoup de récits essentiels. On retrouve quand même des choses qui sont extrêmement fortes, notamment comme je disais, ce Liberty File avec cette Elseworld dans la Seconde Guerre mondiale ou cette histoire des 2000 qui permet vraiment de bien tresser les relations entre la JLA et la JSA. Donc il y a des choses qui peuvent être très agréables à lire. Donc, je vous dis pas de vous jeter dessus, mais c'est pas non plus du tout à fuir pour la peste. Si vous avez les moyens et que vous êtes intéressé par les récits solides, ça peut trouver tout à fait sa place dans une bonne bibliothèque. OK, tiens Benoît, Alex, ce type d'ouvrage, consacré donc, à la JSA et notamment, dans ce format Chronicle, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas du tout? Hem, Heu, Vas-y Alex. non, je sentais Benoît pas du tout motivé, donc je vais prendre la parole. Oui, 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 bah, ils avaient de toute façon sorti des Batman, voilà, sur les Superman, les Flash notamment. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Moi, je suis, enfin, par rapport à d'autres personnes, je considère que je suis arrivée sur le comics entre guillemets «sur le tard». Donc il y a des récits fondateurs, que j'ai pas lus, et je trouve que les éditions on parle souvent des fois d'éditions d'Urban, donc c'est pas forcément, ce qu'il faut, là est intéressante avec les couvertures souples et cetera. Donc moi ça m'a après sur la Justice Society of America, plus précisément, pas trop. Mais bon, Siegfried m'a donné plus ou moins envie, mais par exemple sur Flash, tu vois, moi ça m'a beaucoup intéressée parce que, bah, voilà, il y a eu Flashpoint et je pense qu'il y a un peu un comment dire? Un mépris sur ce personnage-là, on n'essaye pas vraiment de le comprendre. J'en attends un sur Green Lantern, enfin, tu vois, sur des personnages un peu forts ou qui manquent un peu, dans les continuités. Ça m'intéresse beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ce type de projet. Moi, en fait, je suis enfin, la Justice Society of America, c'est vrai qu'elle est très secondaire dans beaucoup de récits. Ils apparaissent un peu comme ça. Ils étaient plus ou moins enfin, ils étaient bien développés, mais une autre version d'eux dans, Earth 2 qui était vraiment bien et oui, j'ai envie de lire ça parce que en fait, Siegfried m'a donné envie de lire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de récits avec de la magie, avec des démons et voilà, j'ai bien envie de découvrir cette équipe, voilà, pour changer un peu de la JLA, classique. D'accord. OK, OK, OK les amis, du coup, beh, vous avez, un petit aperçu de toutes les lectures Batman parues chez Urban pour le mois de juin. Merci Benoît, merci Siegfried, merci Alex pour votre participation à ce podcast comme d'habitude. On a trouvé, quand même pas mal de positivité dans ce podcast et c'est plutôt cool. J'espère qu'à notre retour de vacances, on en aura autant, si ce n'est plus. Et merci du coup à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser vous aussi vos avis sur les lectures de mois de juin dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou sur batmanlegend.com ou encore sur nos réseaux sociaux. Vous en avez l'habitude maintenant. Et comme d'habitude, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut! Salut!